Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette émission. Dites-moi tout, docteur. Cette émission qui a pour credo l'information, la sensibilisation et l'éducation qui passe tous les dimanches sur la télévision nationale, la RTG. Et pour ce numéro, donc c'est ici, au tour jumelle de Coloma, résidence Kaki qui nous accueille ce soir. Merci en tout cas d'être venus, mes chers officiers, hommes de rang et l'ensemble des invités, sans pour avoir aucune prétention de tordre le cou au protocole. Et tout à l'heure, donc, nous allons recevoir celle qui anime tous les dimanches cette émission, Madame Mariam Sidibé, avec toute son équipe pour justement ce numéro avec le thème « La santé de la population ». Une préoccupation de l'armée guinéenne. Vous le savez bien, ce choix cadre avec les orientations du CNRD dans sa mission de refondation du système de santé en République de Guinée. Vous le savez, c'est une problématique qui sera développée par d'éminents spécialistes médecins et donc civilo-militaires tout au long de cette émission qui est répartie en plusieurs temps, et les artistes aussi auront leur mot à dire, les humoristes, les slameurs qui sont parmi nous. Comme vous le savez, on dit le sourire bien sûr est curatif, et quelque part on va sourire un peu et pourquoi pas rire pour en tout cas maintenir notre santé. Encore une fois, nous vous disons merci. Ce petit mot qui a un sens assez évocateur. Mesdames et messieurs, comme on l'a dit, c'est bien sûr cette émission qui est en sa 5e édition, 7 ans d'émission pour les populations guinéennes, mais pour ce cas précis, c'est la 5e édition avec l'équipe technique qui nous accompagne. On va recevoir donc Madame Mariam Sidibé, à qui je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Elle descend ses escaliers de façon galante, très bien habillée. Voilà, ça le fait, puisqu'après tout, c'est la santé d'abord. Avant qu'on ne pense à toute chose dans la vie, c'est la santé. Madame, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Abdoulaye, bonsoir à tous. Merci de répondre massivement à notre invitation. Mesdames et messieurs, distingués invités, bonsoir une fois encore. Merci de répondre massivement donc à notre invitation pour célébrer avec nous la 5e édition de votre émission Dites-moi tout, docteur, une émission des programmes de la télévision nationale que vous suivez, comme il a dit tout à l'heure, tous les dimanches à partir de 14 h sur vos petits écrans depuis 7 ans. Mais c'est seulement ces 5 dernières années que nous organisons ce nouveau format chaque fin d'année, une manière d'être plus proche de nos téléspectateurs. En effet, mesdames et messieurs, distingués invités, notre objectif en tant que média d'État est d'accorder une attention particulière à certaines problématiques qui assaillent notre communauté. C'est pourquoi le thème portant sur la santé de la population, une préoccupation de l'armée guinéenne, un thème qui cadre avec les réformes engagées par le Comité national pour le rassemblement et le développement, avec à sa tête le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées. Je précise, chers téléspectateurs, chers invités, j'allais dire que ce thème a été proposé en synergie avec la Direction générale du service de santé des armées, la Direction de l'information et des relations publiques des armées et l'équipe de Dites-moi tout, docteur. Nul n'ignore que depuis l'avènement du CNRD, le 5 septembre 2021, les réformes ont été engagées dans le domaine de la santé sur toute l'étendue du territoire national avec le respect de la pyramide sanitaire. C'est pourquoi nos forces de défense et de sécurité se félicitent de la rénovation des infrastructures hospitalières et l'amélioration de la qualité de leurs services dans les différentes garnisons. Et c'est justement pour parler de toutes ces réalisations, leur fonctionnement et les multiples services que nous allons recevoir dans un court instant sur le plateau de Dites-moi tout, docteur, notre invité phare, médecin colonel Moriba John, directeur général du service
de santé des armées pour éclairer la lanterne du public sur le fonctionnement de la dite direction et le thème choisi. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'équipe de Dites-moi tout docteur profite de ce micro pour rendre un hommage mérité à nos illustres douaniers qui ont marqué positivement leur passage dans les services de santé de notre pays. Il s'agit entre autres professeur Fatoumata Binta Bambadjon Diallo, professeur Edouard Nyakwelama, professeur Mamadi Diaré et docteur Sekou Doukouré. À titre posthume, permettez-moi de citer le professeur Nabi Moussa Baldé, ancien directeur national de l'épidémiologie et de la lutte contre la maladie. L'homme qui a su révolutionner le 14 novembre, mois de la célébration de la journée mondiale du diabète, et en a fait son sacerdoce la prise en charge des enfants diabétiques de la République de Guinée. Feu professeur Nabi Moussa Baldé reste un modèle pour les enfants, leurs parents, les collaborateurs et nous, journalistes. C'est pourquoi je vous invite, mesdames et messieurs, distingués invités, à observer avec moi une minute de silence pour le repos de son âme. Merci. Amen, que son âme repose en paix. Mesdames et messieurs, distingués invités, c'est l'occasion pour nous de dire grand merci à tous ceux qui nous ont fait confiance pour la réalisation de cette édition spéciale annuelle de Dites-moi tout docteur. Je vais nommer la Direction générale du service de santé des armées, la Direction de l'information des relations publiques des armées, la Société navale guinéenne, la Caisse nationale sécurité sociale, Ecobank, la Caisse nationale de prévoyance sociale, la pharmacie centrale, Alliance pour le vaccin Gavi au Salam et toutes les personnes de bonne volonté. À présent, mesdames et messieurs, nous allons ensemble accueillir sous vos acclamations notre invité phare, médecin colonel Moriba John, sous vos applaudissements. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Bonsoir, colonel. Bonsoir, Madame Sylvie. Colonel, ça me plairait bien de vous présenter, mais si c'est vous qui vous présentez vous-même, ce serait encore formidable. Très bien, Madame Sylvie. Je suis médecin colonel John Moriba, actuel directeur général du service santé des armées. Alors, docteur, parlez-nous un tout petit peu des acquis de la Direction générale du service de santé depuis l'avènement du CNRD le 5 septembre 2021. Madame Sylvie, avant de répondre à votre première question, d'accord, je voudrais m'acquitter d'un devoir régalien. C'est celui de remercier la hiérarchie militaire à tous les niveaux. En particulier, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, à travers les deux, le chef suprême des armées, je vais nommer le colonel Mamadi Doumbouya, pour la confiance renouvelée à ma modeste personne. Je dis bien renouvelée à ma modeste personne parce que j'ai été directeur général adjoint du service santé des armées avant d'être directeur général. Et c'est un honneur pour moi d'être devant tout ce monde aujourd'hui pour parler de ce service santé des armées. Ainsi, après notre première prise de fonction, le 12 novembre 2021, nous avons effectué une tournée à l'intérieur du pays où se trouvent les structures sanitaires militaires afin d'identifier les ressources dont dispose ce service santé des armées.
en commençant par la zone spéciale de Conakry et les 4 régions militaires. Après avoir identifié ces ressources dont dispose le service santé des armées, nous avons élaboré, à travers les cadres de la Direction générale du service santé des armées, un plan d'action opérationnel axé sur les priorités suivantes: les infrastructures, les équipements, la logistique. Je vais parler ici des moyens roulants, le développement du capital humain et la réforme institutionnelle. À tous les niveaux, après avoir élaboré ce plan d'action opérationnel qui a été validé par la hiérarchie militaire, nous avons obtenu des résultats appréciables. Et s'il faut parler de tous ces résultats ici aujourd'hui, nous allons passer un très bon moment ensemble ici. C'est pourquoi nous parlerons de quelques acquis suite à l'élaboration de ce plan d'action opérationnel. Du point de vue des infrastructures, au niveau de la zone spéciale de Conakry, pour celui qui connaît le CMCIA, le centre médico-chirurgical interarmé qui est au camp Samori, avant le 5 septembre et maintenant, trouvera une grande différence. Et là-bas, à travers les dalettes que nous avons eu à mettre dans la cour, il y a eu la rénovation et la modernisation du grand bâtiment et d'autres constructions. Je ne peux que citer que ça. Et l'ancien centre médico-chirurgical interarmé est présentement appelé l'hôpital militaire de Conakry. Après cet hôpital militaire de Conakry, il y a le camp Al-Faya. Dans le camp Al-Faya se trouve un centre médico-chirurgical des armées du BSC. Et là-bas aussi, on a, à travers le CNRD, il y a eu la construction d'un service mère et enfant qui est présentement en phase d'équipement. Mais comme il s'agit de l'infrastructure, je ne pourrais que citer le bâtiment qui est déjà là. Il y a la morgue également qui a été construite. Et avant, il n'y avait pas de clôture au niveau de ce centre médico-chirurgical des armées. C'est entièrement clôturé. Il y a également, toujours au niveau de ce centre médico-chirurgical des armées, le hangar funèbre qui a été construit par la fondation KPC. Si vous vous souvenez, lors du 1er novembre passé, le chef de département a inauguré le hangar en question et a remercié les grands donateurs. Au niveau toujours du camp, il y a un centre hospitalier des armées de Conakry, communément appelé CHAC, et dans ce centre, il y a un autre centre d'hémodialyse. Ce centre d'hémodialyse a été complètement rénové et équipé. Il y a d'autres petites infrastructures réalisées au niveau de ce centre également. Il y a également un autre CMCA, Centre médico-chirurgical des armées, au niveau de l'armée de mer, qui a été achevé, et voire même aujourd'hui, il est fonctionnel. En plus de ces quelques réalisations citées, il y en a d'autres
parce que je n'ai pas parlé du bataillon du génie militaire, où il y a pratiquement une nouvelle construction achevée. En plus de ces infrastructures au niveau de la zone spéciale de Conakry, il y a l'achèvement et l'équipement des CMCA, des centres médico-chirurgicaux des armées, au niveau des 4 régions militaires. Et je m'en vais profiter de l'occasion, parce qu'il s'agit des infrastructures. Lors de l'immersion gouvernementale, le chef de département a jugé utile d'aller dans une des compagnies situées au niveau de la frontière. La compagnie là, c'est la compagnie qui est à Youmou, qui n'avait pas une unité médicale des armées. Parce que chez nous, les compagnies d'infanterie qui correspondent à la préfecture présentent des unités médicales des armées. Donc, et aujourd'hui, cette unité est achevée et voire même équipée, mais comme il s'agit des infrastructures, nous allons parler après. Il y a également la compagnie d'infanterie de 5 ans. C'est dans le même cadre, qui n'avait pas d'unité médicale, à travers le chef de département, monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense nationale. La compagnie, là, aujourd'hui, a une unité médicale des armées. Et parlant des équipements, nous allons un peu revenir au niveau de la zone spéciale de Conakry. En toute sincérité, c'est sans démagogie. Avant l'avènement du 5 septembre, on n'avait même pas un appareil à écho. Mes collègues, mes collaborateurs sont là. Mais grâce à l'avènement du CNRD, nous avons aujourd'hui 2 appareils à écho de grande performance. Il y a également une radio numérique qui est très opérationnelle, très fonctionnelle. Et en plus de tout ça là, il y a le scanner également. Le scanner multifonction qui est là aujourd'hui au niveau de l'imagerie du camp Samori. Il y a également au niveau de, puisqu'il s'agit de la chirurgie, il y a également les blocs, 2 blocs opératoires fonctionnels A et B, entièrement équipés. J'ai dit bien entièrement équipés, il y avait manque d'un appareil qui a été tellement sollicité par certains de nos cadres ici présents, qu'on appelle amplificateur de brillance. On a cet appareil-là aujourd'hui. Et en plus de l'amplificateur de brillance, nous venons d'avoir, j'allais dire, le cœlioscope qui est arrivé. Et les 2 blocs sont reliés par une centrale. Une centrale permettant de fournir de l'oxygène, évidemment une centrale à oxygène, permettant de fournir non seulement les 2 blocs, et puis la salle de soins et la salle de réanimation. Donc, il y en a tant d'autres au niveau du service ophtalmo, au niveau du service ORL, cardio, tout est équipé avec les matériels de dernière génération. Et quand vous prenez le camp Al-Faya, après le camp Samori, nous avons aujourd'hui, dans la morgue construite, 13 chambres froides. Les 13 chambres froides sont là, mais je m'en vais vous dire, c'est l'occasion, c'est le lieu de le dire, c'est pas pour eux, les forces de défense et de sécurité seulement. C'est pas pour les hommes en uniforme seulement, c'est pour eux, toute la population guinéenne en général. Puisque quand on n'en avait pas, on se servait des morgues qui sont dans les structures sanitaires publiques de la place, comme
le CHU d'Ignasdine, le CHU de Donka et l'hôpital sino-guinéen, pour ne citer que cela. Concernant la logistique, Madame Sidibé, le jour d'aujourd'hui, nous avons 13 ambulances médicalisées qui sont reparties entre la zone spéciale de Conakry et les 4 régions militaires. Quand je parle, les militaires sont là, ils sont déjà au courant de quoi je parle, parce que avant l'avènement du 5 septembre, les régions militaires, certaines régions militaires n'avaient pas une ambulance médicalisée. Aujourd'hui, toutes ces 4 régions militaires ont une ambulance médicalisée, y compris les bataillons autonomes. Il y a 4 autres bataillons autonomes, plus certains bataillons d'infanterie. Il y a également les 5 corbillards qui sont repartis entre Conakry et les régions de l'intérieur. Ça, c'est dans le domaine de la logistique. En ce qui concerne la formation, puisque on peut beau avoir des matériels, des équipements, si le personnel n'est pas formé conséquemment, c'est voué à l'échec. C'est ce qui fait que le ministère de la Défense, à travers l'état-major général des armées, par le biais de la DOFI, cette année, nous avons envoyé 205 agents de toutes catégories confondues pour la formation tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. À l'intérieur, il y a 137, si mes souvenirs sont bons, et 68 à l'extérieur. Puisqu'il s'agit de la formation, il y a eu également l'appréciation à travers la hiérarchie, les médecins militaires qui n'avaient pas la possibilité de profiter, de gagner le grade supérieur. Mais grâce à la hiérarchie, aujourd'hui, nous avons eu des pelotons spéciaux et il y a déjà 3. Bientôt, la 4e promotion qui sera à Kindia pour sa formation spéciale de 4 mois et sortir officier. Et avant le CNRD, le service de santé des armées ne prenait pas part au comité international de la médecine militaire à cause des arriérés. Mais grâce à l'arrivée, à l'avènement du CNRD, nous avons payé ces arriérés en intégralité. C'est ce qui nous a permis de participer au congrès de l'Égypte tout récemment et même au congrès de nos voisins maliens. Donc, ça c'est grâce à la volonté manifeste de Monsieur le Président de la République à travers ces cadres, la hiérarchie militaire. Alors, la première question, vous avez fait une large lecture sur les acquis. Alors, moi, je retiens que la modernisation dans les structures, dans les hôpitaux, les centres militaires sont bien équipés, sont dotés d'équipements ultra modernes. Vous l'avez dit, vous l'avez si bien dit, la qualité des soins y est, la proximité également, le coût. C'est seulement ça, vous n'avez pas fait allusion, le coût des soins. Est-ce que c'est à la portée de tous les Guinéens? Ça, c'est ma première petite question. La deuxième petite question, est-ce que les Guinéens de l'intérieur bénéficient également les mêmes avantages que ceux de Conakry, par exemple, rapidement? D'abord, d'une manière générale, l'armée est là, non seulement pour elle-même, mais surtout pour sa population. D'où le thème la santé de la population et la préoccupation de l'armée guinéenne. Donc, en ce qui concerne les tarifications, nous sommes en train de travailler parce qu'il s'agit d'une refondation. Absolument. Nous sommes en train de parler parce qu'avec ces nouveaux équipements, il faut quand même essayer de se concerter
élaborer un cahier permettant d'assurer non seulement les militaires et leurs familles et la population, parce que dans les conditions normales, on ne doit pas faire le commerce dans ce cadre-là. Mais comme il s'agit d'entretenir, de maintenir les équipements, on va faire de telle sorte que tout le monde puisse retrouver son compte pendant la fin de ces travaux. Donc, nous sommes en train de travailler dans les jours à venir. Nous allons vulgariser. Peut-être vous aurez un canal pour nous. Vous serez un canal pour nous permettre d'informer toute la population. Mais ce qui reste clair, la population étant le premier, je dis bien contributeur, on ne va jamais essayer de se permettre de taxer cette population. Très bien. Alors, nous allons passer à la deuxième question. Relations civilo-militaires, précisément des relations entre la Direction générale du service de santé et ses partenaires d'une part, et les relations entre la direction, la dite direction et la population civile. Pour nous qui vous côtoyons, nous savons que le feedback est là, il y a le retour, mais pour le Guinéen moyen, le Guinéen lambda, c'est tout le contraire. Est-ce que vous pouvez nous donner une explication claire pour permettre à ceux qui suivent cette émission à travers la télévision nationale de comprendre qu'il y a une fluidité entre les militaires et les civils? Très bien. D'abord, merci Madame Sidibé pour votre question. Si je comprends très bien la question, elle se situe à deux niveaux. Absolument. Le niveau institutionnel et le niveau populationnel. Pour les institutions, d'abord, je commencerai par vous dire que les relations sont en général très bonnes. En commençant par notre institution de tutelle. Il ne faut pas nous voir aujourd'hui, tout ce beau monde militaire qui sont là, du corps, du service de santé des armées, nous relevons du ministère de la Santé publique. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de problème et tout va bien. Si nous avons, par exemple, besoin de l'expertise d'un médecin civil, c'est comme bonjour et l'intéressé se met à notre disposition. C'est vice-versa. Je prends deux exemples ici parmi nous. Le professeur Bangali de cancérologie, le professeur Ablé Keta de l'ORL. Il suffit juste d'avoir besoin d'eux et tout de suite ils se mettent à la disposition. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ce n'est pas la démagogie. Et ensuite, au niveau toujours de nos garnisons, de nos structures sanitaires, nous avons des jeunes qui ont du talent et qui font mieux aujourd'hui. Quand je prends par exemple notre jeune qui est le patron de l'imagerie au camp Samori, c'est le chef de chaire, Madame Sidibi. C'est le chef de chaire au niveau de la faculté de médecine. Donc, et il y en a tant d'autres. Présentement, nous avons 2 maîtres d'assistants. Je parle sous contrôle de mes aînés qui sont là, et plusieurs assistants au niveau de l'armée. Et Inch'Allah, par la grâce d'Allah, peut-être bientôt, nous allons commencer à compter les professeurs agrégés au niveau du service santé des armées. Ensuite, quand je suis sorti pour ma tournée à l'intérieur du pays, et partout où je vais, je rends visite aux différents DPS, aux différents médecins-chefs des services au niveau de la région pour tâter le terrain, pour savoir si réellement il y a une complicité, il y a une symbiose entre eux et notre personnel qui est sur place. Donc déjà, ça, c'est quelque chose d'appréciable. Au niveau du ministère, par exemple, de l'enseignement supérieur, et là aussi, il n'y a pas d'objection. Quand nous avons, il est vrai, on dit souvent, l'armée
Et dès qu'un enfant n'arrive pas à pousser les études, il faut l'enlever pour le mettre dans l'armée. Mais ça fait un peu une différence chez nous. Parce que quand nous avons besoin de la crème, on se réfère à l'enseignement supérieur pour les cadres, pour les médecins et autres. Et c'est la même chose au niveau de l'enseignement préuniversitaire. Le directeur technique et scientifique est là, il ne peut pas dire le contraire, docteur Damani. Et il est souvent parti vers ces institutions-là pour nous permettre d'avoir la crème. Et quand je prends l'exemple sur les cas de l'ESSAL à Lomé, ça c'est un exemple frappant. Ainsi de suite, ainsi de suite. Pour ce qui concerne, en ce qui concerne, j'allais dire, la population, c'est une fierté pour nous, en toute sincérité, voir tout ce beau monde se diriger vers les structures sanitaires de la place. Quand je dis les structures sanitaires de la place, vous pouvez vérifier, vous allez à Zérekori, les gens disent même que le camp est envahi par rapport aux structures sanitaires civiles. À Kankan, la même chose. Donc, il y a une symbiose entre la population civile et les structures sanitaires militaires de la place. Donc, pour nous, c'est une fierté. L'exemple vient de se passer à travers la collaboration entre le ministère de la Santé et le service santé des armées dans le cadre de l'intervention contre la cataracte. Et il fallait voir, il y avait un monde fou entre le 13 et le 20 novembre passé. Donc ça, c'est des exemples. Et parmi tant d'autres. On est témoin de cela. Exactement. Voilà, il est vrai que la Direction générale du service de santé des armées est indépendante et autonome, qu'à cela ne tienne. Elle se veut ouverte à toute collaboration. Alors, parlez-nous un peu, la collaboration entre les entités. Qui parle d'entités parle effectivement des difficultés. Parlez-nous-en quelques difficultés entre la DGSSA et ses partenaires, et plus précisément le ministère de la Santé. Très bien. En toute sincérité, comme je l'ai tantôt dit, je ne vais pas me contredire, les collaborations sont bonnes. Mais, malgré les collaborations sont bonnes, il y a quand même les petites difficultés, et c'est le lieu de le signaler. C'est le lieu parce que ces difficultés sont de deux ordres, en toute sincérité. La première question au niveau de ces difficultés, ou la première difficulté, c'est le problème de remonter des données médicales au niveau du système national d'information sanitaire. Je le dis, et c'est en connaissance de cause. Sinon, nous, il y a le service d'épidémio ici, qui relève de la division technique et scientifique. Nous avons élaboré les bulletins épidémiologiques mensuels des armées au niveau de toutes nos structures sanitaires. Et chaque fin de mois, ces bulletins sont relevés. Mais on n'arrive pas à trouver du créneau pour nous permettre d'être écoutés, d'être entendus. Alors que, tant que cette question-là n'est pas résolue, n'est pas traitée, il y aura toujours du sous-emploi dans la prise en charge de la population en général. Donc, ça c'est le premier aspect du problème. Deuxième aspect du problème, si vous voyez les consultations au niveau du service santé des armées, des structures sanitaires militaires, il y a plus de civils que de militaires, peut-être nous allons en venir là, mais pourquoi les militaires ne sont pas intégrés dans les ressources humaines, surtout pour la formation? Parce qu'un militaire ou un personnel d'une manière générale de santé mal formé, c'est un danger pour la population. Donc, c'est deux paramètres. Remonter des données et la prise en compte du personnel du service santé des armées au niveau du ministère de la Santé, parce qu'il s'agit
Je dis bien, il s'agit bien de notre tutelle technique. On ne va jamais se dissocier parce que santé militaire, santé civile, c'est la santé tout court. Elle est universelle. Colonel, moi j'aimerais aussi comprendre au niveau du programme élargi de vaccination, au niveau du CNLS, en tout cas dites-nous à quel niveau se situe exactement afin de trouver une solution pour remédier à ce blocus. Très bien, Madame Sylvie. Peut-être les professionnels de la santé sont là. Mais justement, ils vont vous poser des questions tout à l'heure. Non, sont là, m'ont écouté. D'accord. Je ne cible pas un service donné. Okay. Mais je parle de remontée des données médicales. Okay. C'est remonter des données médicales. Je m'excuse. Par exemple, je suis médecin. Okay. Je fais les consultations pédiatriques. Je trouve que par mois, il y a tel nombre de paludisme, tel nombre de ceci. Pour remonter l'information jusqu'au niveau national, c'est de ça là que je parle. Okay. Donc c'est ce qui fait que nous avons des problèmes, mais ça aussi, ces problèmes seront résolus. Et je vous dirai pourquoi, comment ils seront résolus. Peut-être. Alors justement, c'est la question qu'on va vous poser. Comment vous envisagez afin que ces problèmes soient résolus? Il faut que nous cessons le complexe. Dès que nous sommes complexés devant nos confrères civils ici présents, ça ne pourra jamais marcher. Donc nous irons. Après l'émission là, nous avons promis à travers nos conseillers et surtout le conseiller du ministre de la Défense, le conseiller santé du ministre de la Défense et tous les cadres, nous allons prendre rendez-vous avec le ministre de la Santé pour aller débattre de fond en comble tous ces problèmes-là. Et je suis persuadé qu'ils vont nous écouter. Mais si nous restons dans notre petit coin-là, ça ne pourra pas aller. Alors, docteur, colonel, vous voulez me dire que vous êtes à un moment donné quand même, vous êtes resté dans le coin pour ne pas aller vers eux? Bon, je peux le dire ainsi parce que, avant d'être là aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas personnaliser le truc, j'étais inspecteur général du service santé des armées avant d'être directeur général adjoint. Donc, je faisais partie. Mais comme je suis là, avec tout ce que nous avons remarqué, observé, moi, je ne vais pas rester bras croisés sans aller vers notre département de tutelle. Alors, merci beaucoup pour avoir pris cette initiative. Docteur colonel, on va continuer. Nous arrivons presque vers la fin de cette émission. Nous allons permettre aux spectateurs de vous poser quelques préoccupations à leur niveau. Alors, directeur, les perspectives, parlez-nous-en au niveau de la direction générale du service de santé. Merci, Madame Sylvie. Vous savez, je parle sous contrôle de la hiérarchie militaire parce que nous venons de travailler sur un plan d'action opérationnel qui n'a pas été validé par la hiérarchie. En toute sincérité, nous avons nos perspectives. Ce que nous voulons, que ça soit fait dans les années à venir, pourquoi pas l'année prochaine ou les années à venir. Quand je prends par exemple au niveau des infrastructures qui sont en achèvement, nous avons voulu, nous aurons souhaité que ces infrastructures-là soient achevées et équipées. Ensuite, il y a un problème qui nous tient à cœur, en toute sincérité. J'ai été médecin-chef du 2e contingent guinéen en Sierra Leone en 2000, mais on traitait les militaires et les civils dans un hôpital militaire. Mais pourquoi pas nous? Donc, tout notre souci aujourd'hui, c'est d'avoir un hôpital militaire d'instruction, de référence internationale, surtout que nous avons un site à Dobreika. En plus, en attendant d'avoir cet hôpital, nous voulons, si Dieu le veut bien, faire l'extension au niveau de l'hôpital militaire de Conakry en le dotant d'une direction
d'un siège de direction générale du service santé des armées. Et ça, c'est la volonté politique, c'est la volonté de monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense nationale. Donc, nous allons faire. Ensuite, au niveau de l'état-major de l'armée de l'air, nous voulons, si Dieu le veut bien, qu'il y ait un CMCA à ce niveau, comme celui de la marine. Et nous allons aussi parler, nous avons l'ambition, parce que j'ai fait ma spécialisation en gestion au Canada. C'est ici qu'on voit les papiers, les papyrus circuler entre les médecins et les malades. Donc, il faut essayer de promouvoir la digitalisation des procédures et des processus administratifs au niveau du service santé des armées. C'est une ambition. Ensuite, les relations civilo-militaires, il y en a, mais il faut intensifier, il faut redynamiser. Et ces relations sont chères à monsieur le Président de la République. L'exemple est là. Nous étions à la télé hier. Il n'y a pas ce qui ne se disait pas par rapport aux relations civilo-militaires. Et ça, c'est extrêmement important. On doit tout faire pour montrer aux civils que nous étions comme eux. Après cette formation, ce programme, après cette mission, nous voulons, si Dieu le veut bien, être comme eux, revenir à eux. Donc, de ne pas se donner des problèmes, de partir vers nous, et nous sommes là pour vous, nous sommes là pour toute la population guinéenne, pas seulement les forces de défense et sécurité. Très bien. Alors, vous avez dit tout à l'heure, vous voulez mettre en place un hôpital de référence. Pendant ce temps, est-ce qu'il vous arrive de faire évacuer les malades? Si oui, à quelle phase de la maladie vous évacuez et quels sont les pays de référence? Très bien. Pour l'évacuation des malades, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. Mais justement, non, je vous en... justement, c'est dire que les évacuations, nous le savons tous, et ceux qui sont présents aussi le savent, c'est une hémorragie pour l'État, mais également pour les familles. Donc, je m'excuse. Allez-y, colonel. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. Et non seulement lorsqu'il s'agit de référence aussi, il y a plusieurs paramètres. On peut référer comme on peut évacuer les malades. Référer, par exemple, notre partenaire privilégié, le directeur général est là, Dr Gianni. On réfère souvent nos malades à ce niveau. Mais, des fois, ce n'est pas parce que nous n'avons pas de ressources, de capital humain qui est là pour prendre en charge ces malades. Mais on aime souvent le dire que ce n'est pas les produits qui doivent trouver le malade en place. C'est le malade qui doit trouver les produits en place et les moyens en place. Donc, c'est ce qui fait que nous allons essayer de revoir tous ces cas-là pour voir comment intervenir. Pour l'évacuation, Madame Sidibé, jusqu'au moment où on venait, on évacuait dans les structures sanitaires privées. Au Maroc, par exemple, il y a une clinique à Casa, Zertouni, par exemple, et en Tunisie, il y a une clinique internationale et clinique du centre, ainsi de suite. Mais pourquoi on évacue ces malades là-bas? C'est parce que nous sommes, soit nous n'avons pas des moyens de diagnostic appropriés pour pouvoir les prendre en charge, parce qu'il ne faut pas, lorsqu'il s'agit d'une intervention, je parle sous contrôle de mes chefs, parce qu'il y a même Dr Gary, qui est le patron de mon adjoint, qui est ici. Il ne faut pas ouvrir le ventre d'un patient pour l'ouvrir. Il faut savoir, il faut vraiment faire un diagnostic de certitude avant de faire quoi que ce soit. Donc, si nous n'avons pas les moyens, à l'époque, nous n'avons pas les moyens de prendre en charge et diagnostiquer ces pathologies, et ça sera un peu difficile. Et c'est ce qui fait que, juste maintenant, là, on évacue des malades, soit par question de capital humain, soit par question de
de matériel et d'équipement. C'est ce qui fait que, malheureusement, il n'est pas là, il est un peu empêché. Sinon, évidemment, le patron des équipements est à côté. L'année prochaine, selon lui, nous ferons tout pour avoir même l'IRM au niveau d'une de nos structures sanitaires. C'est vrai, on a beaucoup causé, on a beaucoup posé des questions, cela n'empêche d'être public. Le public va certainement vous poser certaines questions. Je le disais tout à l'heure, vous êtes autonome et indépendante, mais cela n'empêche. Et certainement, vous avez des difficultés auxquelles la Direction générale du service de santé des armées fait face. Est-ce que vous pouvez nous parler quelques problèmes auxquels vous êtes confrontés? Ces difficultés, oui, comme toute organisation, on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés. Parce que moi qui suis devant vous, mon souhait aujourd'hui, c'est d'avoir toutes les spécialités qui ne se trouvent pas aujourd'hui au niveau du service santé des armées, soient là pour me permettre de prendre en charge tous les cas qui vont venir. Mais nous sommes limités dans ça. Et quand vous prenez, oui, l'État est en train de faire de faire des efforts. Ça qu'on connaissait, je l'ai dit tantôt, le service santé hier et aujourd'hui après le 5 septembre, il va se frotter les mains. Donc, mais malgré, nous avons encore besoin. Parce que, en chassant, vous avez dit pour le départ, il ne s'agit pas seulement de Conakry. Le service santé des armées ne se limite pas seulement à Conakry, mais c'est tout le pays. Tout le pays, d'ici Lola, d'ici Yomo, le service de santé doit intervenir partout. Et il y a des choses quand même à réaliser, quand bien même beaucoup ont été réalisées. Il y a des infrastructures, il y a des équipements, il y a des choses quand même qu'il faut réaliser. Par exemple, on a besoin d'une radiographie pulmonaire ou une radiographie quelconque. Il faut que nos services soient capables, si c'est à Zéro-Corée, à Kankan, à Labé, faire ça sans essayer, sans avoir besoin d'évacuer l'intéressé vers Conakry. Donc il y a tellement de ces petits problèmes. Alors on va faire une petite pause et on va permettre aux téléspectateurs, ça va être un différé, de matérialiser les acquis du CNRD à travers la Direction générale du service de santé. Nous allons visionner ensemble le premier reportage grand format proposé par la Direction de l'information des relations publiques.